Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur la Webconférence. Merci des gens qui se sont inscrits d'avance et qui sont en train d'entrer sur ce webinaire-là. Comme vous savez, vous venez écouter cette conférence-là suite à la sortie du livre Devenir, millionnaire que j'ai écrit avec David Descoteaux. Pour l'instant, on est vraiment content du déroulement des ventes, puis justement, surtout des feedbacks qu'on reçoit des gens. Plusieurs personnes nous envoient leur impression du livre, soit par courriel, soit sur mon site internet, votreconseiller.net, ou encore sur Facebook, nos pages Facebook. Puis les commentaires sont vraiment le fun à avoir. On a l'impression réellement d'aider les gens depuis le début avec ce livre-là, puis d'aider à l'éducation financière aussi des Québécois. Donc, on va faire cette conférence-là. On va donner un petit aperçu aujourd'hui de qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là, justement. C'est quoi préparer une retraite, par exemple? C'est quoi avoir une famille, financièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Et des choses comme ça. On va discuter de tout ça. Le titre est assez impressionnant. On dit « Dans l'état millionnaire », donc vous pourriez penser probablement que c'est un livre un peu avec une recette miracle à l'intérieur. Vous allez l'acheter, puis dans 3 semaines, vous êtes millionnaire. C'est pas tout à fait ça. Je ne veux pas vous décevoir, mais la réalité, c'est un livre vraiment qui va vous servir, à mon avis, une bonne partie de votre vie pour vous donner justement des incitatifs ou des indicateurs, comment gérer vos finances personnelles pour améliorer justement ces finances-là d'un point de vue familial et même d'un point de vue personnel. La réalité, c'est qu'on a ciblé les milléniaux et la raison est extrêmement simple. Généralement, dans le monde du conseil financier, peu de conseillers vont cibler les milléniaux parce qu'ils sont très jeunes, donc évidemment, ils n'ont pas beaucoup de placements de leur côté. Donc, ce n'est pas les clients les plus séduisants pour un conseiller financier généralement. Donc, les gens se garochent beaucoup plus sur la personne de 55 ans qui est à l'aube de la retraite puis qui a son million ou qui a son 700 000 à placer. Donc, l'idée d'aller cibler les milléniaux, c'est vraiment de se dire, on va aller chercher, premièrement, un marché qui est inexploité dans le monde du conseil financier et on va leur donner aussi des outils. Parce qu'en plus de ça, c'est vraiment là que c'est le plus important d'avoir ces outils-là. Il y a plusieurs choses. David le dit souvent, le livre, quand il l'a écrit avec moi, il a aimé ça avoir ce livre-là quand il était dans le début vingtaine. Puis honnêtement, toutes les fois qu'il le dit en entrevue, c'est extrêmement sincère. C'est la chose qu'il me dit le plus souvent pendant qu'on a écrit ce livre-là. Il y a des trucs là-dedans qu'il aurait aimé ça avoir plus tôt. Même moi, c'est la même chose. Je ne gérais pas mes finances de la façon que j'aurais dû les gérer quand j'avais 21 ans. J'apprendrais beaucoup de moi-même si j'avais remonté dans le passé. Mais c'est l'expérience de mon côté qui a fait qu'on est capable de donner la qualité de conseil que vous allez retrouver dans le livre aujourd'hui pour les milléniaux et les jeunes familles. Si on regarde un peu justement, qu'est-ce qu'il y a? Bien, on va tout de suite régler le cas de devenir millionnaire. Il faut vous garder en tête une chose, si aujourd'hui vous avez 25 ans, si vous voulez seulement avoir une retraite décente, c'est presque une obligation d'être millionnaire. Puis on va vous expliquer un peu pourquoi. Première des choses, il existe ce qu'on appelle la valeur temporelle de l'argent. Ce que ça veut dire en français, c'est qu'un dollar aujourd'hui peut vous permettre d'acheter certaines choses. Mais dans 35 ans, il ne vous permettra pas d'acheter la même quantité de biens et services. Tout le monde se rappelle, par exemple, de son père ou son grand-père qui disait, quand il allait au cinéma, quand il était jeune, qu'il pouvait s'acheter un sac de chips et une grosse liqueur pour 15 cents. Vous comprenez qu'aujourd'hui, en 2017, ça n'existe plus des liqueurs et des sacs de chips à 15 cents. Pourquoi c'est comme ça? Bien, c'est qu'il y a eu de l'inflation. Donc, 1 million de dollars, quand vous allez avoir 65 ans, si aujourd'hui vous en avez 30, la réalité, c'est que ça vaut seulement 500 000 $ aujourd'hui. Si vous me suivez bien, ça veut dire que la personne qui va avoir 1 million de dollars à 65 ans, dans 35 ans, va pouvoir faire la même chose avec cet argent-là qu'une personne qui a 500 000 aujourd'hui. Puis, on pense qu'1 million de dollars, c'est beaucoup d'argent. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Admettons qu'aujourd'hui, une personne aurait 65 ans et puis elle voudrait prendre sa retraite immédiatement avec son million de dollars. Quand on combine le revenu de retraite qu'on pourrait générer pour cette personne-là de 65 à 90 ans, en supposant des taux de rendement aux alentours de 4 %, en supposant aussi qu'on va lui verser un revenu qui va être indexé, ça veut dire qu'on va l'augmenter de 2 % chaque année pour ne pas qu'elle s'appauvrisse, bien, avec ce million de dollars-là, jumelé avec les rentes du gouvernement, donc la RAQ, la sécurité de la vieillesse, par exemple, va permettre de générer un revenu annuel qui est l'équivalent aujourd'hui de 70 000 $. C'est une très belle retraite. Tout le monde va s'entendre là-dessus. On peut vivre un rythme de vie qui est incroyable avec 70 000 $ récurrent de 25 à 90 ans. Par contre, pour le jeune qui aujourd'hui n'a pas 65 ans, mais a plutôt 30 ans, ce million de dollars-là va permettre effectivement de générer ce 70 000-là. Mais qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Aujourd'hui, en dollars d'aujourd'hui, ça vaut 35 000 $. Si vous avez 35 ans,
Puis, vous avez 30 ans d'investissement devant vous. Ce million de dollars-là va vous permettre de générer un revenu qui équivaut en dollars d'aujourd'hui à 39 000 $. Là, on ne parle plus d'une retraite de rêve à 35 ou à 39 000 $. Pensez-y un peu. Vous gagnez 60 000 aujourd'hui, par exemple. Vous avez, pour le restant de vos jours, à vivre avec un revenu de 35 000. Est-ce que c'est une retraite exotique? Est-ce que vous allez passer votre temps dans le sud? Est-ce que vous allez vous acheter le méga Winnebago? Pourtant, vous allez être millionnaire. Donc, le but de ce livre-là était justement de montrer aux jeunes que d'être millionnaire, ce n'est pas une utopie. C'est quelque chose qui devrait être un objectif. Ce n'est pas un objectif pour quelqu'un de 50 ans ou 55 ans. Vous n'avez pas besoin à votre âge de devenir millionnaire pour avoir une belle retraite. Mais pour quelqu'un de 20, de 25 ou de 30 ans, c'est presque une obligation. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le devenir? Et ce qui est vraiment important, c'est de se rappeler qu'on vit aujourd'hui dans une société de consommation, d'hyper-consommation même, avec la stimulation qui vient tout simplement de l'endettement. Donc, l'idée de passer d'endetté à millionnaire, c'est pour un jeune qui sortirait de l'école avec des dettes d'études, ce qui est parfaitement normal en passant, c'est comment je fais pour me libérer de mes dettes le plus rapidement possible, pour éventuellement commencer l'épargne le plus rapidement possible, et est-ce que ça en vaut la peine? La réalité, c'est que ça vaut la peine, c'est définitif. Plus on commence tôt cette épargne-là, mieux c'est. Par exemple, un jeune de 25 ans versus un jeune de 35 ans pour planifier sa retraite, le jeune de 35 ans, s'il commence en même temps que le jeune de 25 ans, ça va lui coûter 2 fois plus cher à arriver au même résultat. Pensez-y comment c'est spectaculaire, là. Le fait seulement d'attendre 10 années avant de commencer la planification de votre retraite fait en sorte que ça vous coûte 2 fois plus cher. C'est des chiffres qui sont spectaculaires. Vous avez ces chiffres-là dans le livre. Et puis, en tout temps, vous pouvez demander à n'importe quel conseiller financier de vous faire des calculs. Il va être capable de vous les faire, puis il va vous le prouver mathématiquement. Ce n'est pas une utopie, c'est mathématique. C'est ça la réalité de la planification de la retraite pour les jeunes. Malheureusement, trop souvent dans nos bureaux de conseillers, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens arrivent à 40 ans, n'ont pas nécessairement commencé à épargner et nous demandent de faire pour eux un plan de retraite parce qu'ils commencent à trouver ça important. Malheureusement, on doit leur apprendre que ça va être assez difficile parce qu'on commence probablement 10 ans trop tard. Malgré tout, il reste que la situation n'est pas catastrophique. Il y a encore de quoi faire, mais ça va demander des efforts, ça va demander de la discipline. S'il y a une chose que vous allez apprendre dans ce livre-là, c'est justement comment la discipline est payante. Les gens vont nous dire souvent « Ah, mais c'est beau, d'abord, je vais arrêter de dépenser, je vais arrêter d'emprunter, je vais juste épargner, puis j'aurai plus de vie, ma vie va être plate. » La réalité, c'est pas ça non plus. Si les gens prennent leur temps et font les choses dans l'ordre, c'est quoi ça vous donne d'acheter une Mercedes à 23 ans ou à 25 ans? Il y en a qui le font. À crédit, c'est extrêmement facile. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça va vous prendre quoi à 40 ans pour être satisfait si vous avez déjà acheté votre Mercedes flambant neuve à 25 ans? La réalité, c'est que ça va en prendre beaucoup pour vous contenter. Peut-être qu'on va être rendu à une Tesla. Peut-être que vous ne serez même pas capable de vous payer une Tesla. Mais si on arrive et on se dit, on rentre dans notre tête justement que quand on est jeune, on fait plus de sacrifices, on fait attention à nos finances, éliminer nos dettes le plus rapidement possible, commencer l'épargne, ça va nous créer une liberté financière. Parce que quand on va arriver dans la quarantaine avec un plan qu'on suit déjà puis qu'on sent qu'on est dans la bonne direction, on va avoir premièrement de l'argent dans notre compte de banque, on va avoir de l'argent dans notre fonds d'urgence, on va avoir de l'argent aussi planifié pour une éventualité s'il arrive une invalidité, une éventualité s'il arrive un décès. On va savoir que les études de nos enfants sont planifiées aussi. Et puis, on va se sentir libre parce qu'on va avoir du lousse. Si vous voulez vous en acheter un char neuf rendu là, puis vous avez les moyens financiers, puis ça ne nuit pas à votre plan de retraite, vous allez pouvoir le faire. Et vous allez avoir une satisfaction personnelle qui est extrêmement grande parce que vous allez être rendu là dans votre vie. Tu ne peux pas avoir de fierté à t'acheter un char neuf à crédit. Tandis que si tu le payes cash, tu peux être fier de toi par contre. Puis justement, à quelque part dans le livre, on a mis une anecdote par rapport à l'auto. C'est ma vieille automobile, la Toyota Camry 2010. La plupart des gens qui m'entendent à la radio, je l'ai parlé souvent. On a mis cette anecdote-là à l'intérieur. La différence entre acheter une auto neuve et une auto usagée, qu'est-ce que ça représente en termes de calcul? Combien l'auto vous coûte par kilomètre? La différence est carrément spectaculaire. Donc ça, c'est un bout du livre qui fait sourire, qui est intéressant, que je suggère de regarder, puis surtout de repenser. Est-ce que c'est important, quand je suis dans la jeune vingtaine, de m'acheter un char neuf à tout prix? La réalité, c'est non. Vous allez avoir des bons deals dans l'usager, donc il y a des sections pour ça dans le livre à l'intérieur. Aussi, la journée que vous allez avoir un premier enfant, c'est là que le niveau de responsabilité augmente dramatiquement. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que là, votre revenu ne sert pas juste à vivre de votre côté, à en jouir de ce revenu-là, à vous divertir. Maintenant, il y a des gens qui sont dépendants de ce revenu. Vos enfants deviennent dépendants de votre revenu parce que les deux parents, si vous gagnez 50 000 chacun, il y a 100 000 qui rentrent dans la maison, bien, ces enfants-là vont avoir un rythme de vie
basé sur un revenu de 100 000 $. Donc, vous devez leur offrir un rythme de vie en conséquence de ça. Par contre, ce revenu-là, il faut le protéger. Donc, toutes les questions d'assurance vont embarquer à ce moment-là. L'assurance vie, l'assurance invalidité. Est-ce que j'assure mes enfants, justement? Est-ce que je les assure contre le décès? Est-ce que je les assure contre la maladie grave? Ah, puis en même temps, quand on a un enfant qui naît, on commence immédiatement à se faire harceler par les gens qui veulent nous vendre des régimes d'épargne-études. Fait que là, on est vraiment dans une position où est-ce qu'on se fait bombarder par les conseillers financiers parce qu'il y a eu un événement important dans notre vie, la naissance d'un enfant. Et c'est extrêmement facile de perdre le nord à ce moment-là. Beaucoup de gens ont une approche très basée sur les produits, par exemple. Donc, c'est sûr que si vous rencontrez une personne qui vend de l'assurance, il y a des bonnes chances qu'elle vous dise que vous avez besoin d'une assurance à tout prix. Si vous rencontrez quelqu'un qui vend des régimes d'épargne-études, il y a des bonnes chances qu'il vous dise que vous avez besoin d'un régime d'épargne-études à tout prix. La game est ainsi faite. Tandis que quand vous arrivez et vous avez un plan de match, vous savez exactement dans quel ordre faire les choses, dans quel ordre contacter le professionnel dont j'ai réellement besoin pour remplir le besoin financier qui existe, bien là, ça commence à faire plus de sens. Dans ce livre-là, dans Devenir millionnaire, le plan de match, on l'a écrit. Moi et David, on a dit exactement la famille typique qui a son premier enfant, qui se fait bombarder, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on doit faire, dans quel ordre le faire. Et ça, c'est extrêmement important. Vous n'êtes pas obligé de remplir les 5 points qui sont à l'intérieur de ce livre-là, un par un. Mais par contre, ce que vous devez faire, c'est respecter cet ordre-là. Et si vous le faites, votre famille, 1, va être en sécurité et 2, va pouvoir épargner. Et on va se rendre compte qu'il va y avoir quand même beaucoup d'argent qui va être versé dans les régimes d'épargne-études. Je fais une parenthèse justement sur ces régimes d'épargne-études-là. C'est un volet important dans notre livre. Pourquoi? Parce que c'est, à mon avis, presque une catastrophe, la sous-utilisation du régime d'épargne-études au Québec. Par rapport aux autres provinces canadiennes, on ne performe pas bien. Il y a d'autres provinces canadiennes qui l'utilisent beaucoup mieux que nous. Et puis, le pire dans tout ça, c'est que le meilleur régime au Canada, il est au Québec. Le gouvernement du Québec est un des meilleurs gouvernements en termes de régime d'épargne-études. Il est celui qui complémente le mieux le régime d'épargne-études canadien. Et malgré tout, nous ne sommes pas les plus grands utilisateurs. Avec ce livre-là, un de nos souhaits, moi et David, c'est vraiment que vous deveniez des bons utilisateurs du régime d'épargne-études si vous y avez accès et que vous voyez tous les avantages de ce régime-là. À mon avis, entre le REER, le CELI et le régime d'épargne-études, c'est souvent, dans bien des cas, le plus payant. Ce régime-là. On vous donne carrément 30 de subvention sur chaque dollar investi. Pensez-y, c'est beaucoup d'argent. Ça reste que c'est des systèmes ou c'est des régimes qui sont complexes, qui sont des fois mal compris par les gens. C'est la raison pourquoi ils sont sous-exploités. Mais le livre veut justement vous aider à démystifier le tout pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Il existe toutes sortes de régimes d'épargne-études. Les gens pensent qu'on peut juste faire affaire avec des fondations qui ne vendent que des régimes d'épargne-études. La réalité, c'est que dans toutes les banques, dans toutes les institutions financières ou avec tous les conseillers financiers indépendants comme moi, par exemple, vous avez accès à ce régime-là. Sans aucun problème. Et ces régimes-là peuvent être très, très, très flexibles. Vous pouvez arrêter vos cotisations en tout temps si vous voulez. Vous pouvez transférer des subventions à un autre enfant advenant qu'il y en a un qui n'irait pas à l'école. Donc, les gens pensent réellement que le régime d'épargne-études, c'est une prison. On a une camisole de force autour de nous. On n'est pas capable d'en sortir. On n'est pas capable d'arrêter nos prélèvements automatiques. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un mythe, cette chose-là. Puis on essaie justement dans ce livre-là de débâtir le mythe le plus possible pour vous donner des outils. Donc, si vous comprenez un peu où est-ce qu'on s'en va avec ce livre-là, c'est extrêmement simple. On vous donne des outils pour vous poser les bonnes questions, pour avoir un plan de match. La première fois que David m'a approché pour faire ce livre-là, le mot était très simple. Il dit, Anne, il faut qu'on monte un guide de survie pour les jeunes dans le milieu financier. Parce que bien souvent, leurs parents font du mieux qu'ils peuvent pour les éduquer financièrement, mais eux-mêmes vont avoir fait des erreurs dans le passé, vont avoir commencé à épargner trop tard, ils ne sauront pas exactement comment faire, ou des fois, c'est des notions qui leur échappent. Donc, d'offrir ce genre d'outils-là, comme le livre Devenir millionnaire, à leurs enfants, va leur simplifier la vie beaucoup. Parce que si tu as 50, 55 ans, puis tu veux justement que ton jeune de 20, 21 ans starte comme il faut dans la vie avec un bon plan de match pour les finances personnelles, bien, je pense que ce livre-là, c'est un excellent point de départ. On n'a pas fait ce livre-là d'une manière trop complexe pour qu'une personne qui ne connaît rien en finance ne comprenne rien. Au contraire, c'est tout le contraire. Quelqu'un qui serait très calé en finance va peut-être trouver le livre qui est à la base, parce que le but, c'était vraiment d'atteindre le premier échelon avec les gens. Mais malgré tout, même quelqu'un qui aurait beaucoup de connaissances en finance va trouver qu'il y a plusieurs idées là-dedans qui sont originales.
Par exemple, le protocole d'austérité, je doute que vous ayez déjà entendu parler de ça. C'est vraiment une idée à moi et David d'implanter parce qu'on ne voulait pas nécessairement qu'à la fin du livre, vous mettiez à faire un spreadsheet Excel pour construire un budget. Toute la notion de budget à l'intérieur de ce livre-là, on l'a carrément évacué. Première des choses, pourquoi? Parce que dans ma vie, j'ai lu beaucoup de livres de finances personnelles, puis honnêtement, c'est en dormant à mourir. Toute une fois, j'ai lu un livre qui me disait « Fais ton budget », ça ne me donnait absolument pas le goût de le faire. J'ai plusieurs de mes clients qui font un budget d'une manière récurrente, même très disciplinée. Par contre, je vais vous conter un secret. Ces clients-là, la plupart du temps, ils ne feraient pas de budget, puis ils seraient quand même de bons épargnants. C'est des gens qui, naturellement, sont disciplinés, puis ils éprouvent un certain plaisir à faire ce budget-là. Ce n'est pas le cas de tout le monde, on s'entend. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire avec ce livre-là, c'est de dire, bon, OK, il y a des gens qui font le budget, puis ça marche bien pour eux, c'est parfait. Mais pour tout le reste de la population qui n'aime vraiment pas ça, faire un budget, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous donner un outil qui va être plus efficace? On a pensé au protocole d'austérité. C'est basé un peu sur le principe de l'entraînement physique ou même des régimes alimentaires qu'on va avoir à subir quand on a dépassé nos limites en termes de poids. On fait beaucoup de parallèles avec ça. Vous avez vraiment le détail de ce protocole-là à l'intérieur. Puis c'est quelque chose qui m'a fait vraiment triper dans les feedbacks qu'on a reçus quand on a vendu le livre. Il y a des gens qui l'ont lu. La plupart des gens qui étaient très fiers de nous dire qu'ils l'avaient lu, une des choses qui revenait beaucoup, c'est de nous dire « Écoute, je suis déjà en austérité. Tu me fais ouvrir les yeux qu'il commence à être temps que je prenne mes finances personnelles en main, il commence à être temps que je me débarrasse de mes cartes de crédit, que je commence à les payer, ces cartes de crédit-là, justement. Puis écoute, j'ai mis ma famille en austérité, carrément. Il y a déjà des gens, même si ça fait juste un mois que le livre est sorti, il y a des gens présentement, il y a des familles au Québec qui appliquent le protocole d'austérité. Puis ça, moi et David, à toutes les fois que ça arrive, à toutes les fois que quelqu'un nous donne un feedback par rapport à ça, bien, c'est évident qu'on est extrêmement content parce que c'était le but du livre, vous donner un outil. Je pense qu'on y est arrivé d'une bonne façon. Puis, par exemple, d'autres choses qu'on pourrait avoir dans ce livre-là, comment vous pourrez magasiner un conseiller financier, par exemple. Il y a différents types de conseillers. Il y a dans les banques, les indépendants, les gens, les représentants syndicaux, peu importe. On a tout regardé ça. On a regardé aussi le REER, le CELI, comment on navigue entre les deux. Est-ce que je cotise au REER? Est-ce que je cotise au CELI? Il n'y a pas de recette exacte, il y a plus des principes. Donc, on a expliqué ces principes-là. Puis, une des raisons pourquoi, justement, les gens se posent beaucoup cette question-là, c'est que ce n'est pas simple. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, d'avoir expliqué vraiment les grands principes de cette notion-là dans le livre va vous aider énormément dans le futur. Donc, c'était pas mal. J'ai fait rapidement le tour, vous donner l'eau à la bouche de ce livre-là, justement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que c'est suffisant pour vous intriguer. Là, je pense qu'on va passer bientôt à la période de questions. Il y a quelques personnes qui en écrivent présentement sur Internet. Oui, et puis pour la période de questions, on invite les participants actuellement à peser sur le bouton Q et R au bas de votre écran. De cette façon-là, on va pouvoir voir les questions défiler et les poser à Yann. Je vais y aller avec une première de Peter qui demande comment fonctionne le décaissement du régime épargne-études. La première des choses, ce décaissement-là du régime d'épargne-études se fait quand les enfants sont en âge d'aller à l'école. Première des choses. Il se fait en deux morceaux souvent. On a ce qu'on appelle les paiements d'aide aux études. Ça représente grosso modo là, tout le rendement qui aura été fait dans le portefeuille, ainsi que toutes les subventions qui ont été versées à l'enfant. Et ce montant-là doit être décaissé par l'enfant. Donc, l'argent doit se rendre dans le compte bancaire de l'enfant. On n'est pas obligé de présenter des factures nécessairement de frais de scolarité, d'appartement, par exemple, ou de livres. Ce qu'il faut faire, c'est présenter une attestation de fréquentation scolaire. Et ce qu'on essaie de faire généralement, c'est de le décaisser le plus rapidement possible pour ne pas le perdre, mais en même temps faire attention à la fiscalité. Donc, pourquoi il faut faire attention à cette fiscalité-là? Parce que les premiers dollars que votre enfant va gagner ne seront pas imposés, jusqu'à quelque chose dans les alentours de 13 000 à 14 000 mais si on dépasse ce montant-là, bien, il pourra avoir de l'impôt jusqu'à 28 qui serait payé. Donc, on fait attention à ça. Et les parents peuvent reprendre leur cotisation sans aucun impôt de leur côté. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au total, vous avez le droit de mettre jusqu'à 36 000 dans le régime d'épargne-études qui serait subventionné. Au total, c'est 50 000 qu'on a le droit de mettre, mais il y a juste 36 000 qui peut être subventionné à coût de 2 500 par année par enfant. Donc, c'est ce que vous avez le droit de faire avec le régime d'épargne-études. C'est une opportunité qui est incroyable. On a mis un calcul, justement, dans le livre pour vous montrer une personne qui commencerait dès la naissance d'un enfant à mettre le maximum et qui ne ferait que
4 % de rendement. Donc, on a été vraiment conservateur. On n'a pas voulu mettre ça plus beau que c'était. Donc, on a mis seulement 4 % de rendement. Et vous allez voir le chiffre à l'intérieur de ce livre-là et vous allez trouver que c'est spectaculaire. Vous allez comprendre pourquoi on tripe autant sur le régime d'épargne études dans le livre. Prochaine question ici. Une famille avec 2 ados, comment votre livre peut nous être utile? Bien, je pense qu'il va être utile à long terme. Premièrement, si on parle d'adolescents de 14-15 ans, il y a déjà des questions qui pourraient être élucidées avec ce livre-là. Évidemment, à 14 ans, on n'est pas dans un mode de faire une planification de retraite, on n'est pas rendu là, mais on est dans le mode vraiment la gestion des dépenses. On va se faire offrir bientôt notre première carte de crédit, ça s'en vient. On va vouloir en avoir une. C'est pas mal les cartes de crédit. Ce qui est mal, c'est de mettre de l'argent dessus et pas le payer. Donc, il y a cette éducation-là qui peut être faite. Mais votre enfant va vieillir, puis le livre, la beauté, c'est qu'il ne disparaît pas. Donc, s'il y a à y revenir à 21 ans, à 22 ans, à 23 ans, quand vous allez devenir grand-parent pour la première fois, s'il a aimé le livre, s'il l'a conservé tout ce temps-là, il y a des bonnes chances que la journée qu'il y a un enfant, comme il a déjà lu qu'est-ce qu'il fallait faire la journée qu'il allait l'avoir, bien, il allait être dans une position où est-ce qu'il va se référer à ce livre-là quand la situation va y arriver. Dans votre livre, vous parlez des parents célibataires. C'est un volet qu'on n'a pas abordé tantôt. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Mais dans le fond, le principe du parent monoparental, ce qui arrive, c'est que il y a peut-être 10 ou 15 ans, la plupart des gens, l'impôt était très individualisé au Québec, même au Canada. Donc, tu payais ton impôt en fonction de ton revenu, peu importe que tu sois en couple ou pas. Mais ce qui a changé beaucoup dans les dernières années, c'est qu'il y a plusieurs crédits d'impôt ou aides gouvernementales qui ont été déterminées en fonction du revenu familial. Ce que ça a eu comme impact, c'est justement, maintenant, c'est le rapport d'impôt familial qui déterminait beaucoup de choses sur les crédits d'impôt. Quand on est dans un contexte monoparental, bien évidemment, généralement, on va faire minimalement moins que la moitié du revenu normalement qu'une famille fait. Donc, on est très touché par tous ces changements-là et les bonifications qu'il y a eu à ces crédits d'impôt-là sont spectaculaires. Donc, les gens qui sont monoparentaux depuis un certain temps, qui gagnent en bas de 60 000 $ par année, il y a des choses extrêmement importantes pour vous dans ce livre-là. Parce que votre revenu familial il est faible quand même par rapport aux autres familles. Donc, vous êtes vraiment aidé par le gouvernement et il y a des choses très importantes. Notamment, je reviens encore au régime d'épargne études, il y a plusieurs parents monoparentaux au Québec qui ont droit d'avoir de l'argent gratuit du gouvernement. Par exemple, avec le bon d'études canadien. Ils se sont qualifiés dans les années passées parce qu'il y avait un revenu plus faible avec des enfants plus jeunes et ils n'ont pas ouvert le régime d'épargne études alors qu'immédiatement à l'ouverture, peu importe dans quelle institution financière ils l'auraient fait, le gouvernement aurait déposé 500 $ dedans. Et ce 500 $-là, bien, ces gens-là peuvent toujours aller le chercher aujourd'hui. Si vous avez eu une époque dans votre vie où est-ce que le revenu familial était en bas de 45 000 $ et que vous aviez des jeunes enfants, il est possible que vous ayez droit au régime d'épargne études si vos enfants, aujourd'hui, ont en bas de 14 ans. Fait que c'est des vérifications que vous devriez peut-être faire. Si vous voulez avoir plus d'informations sur qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça, évidemment, il y a de l'information dans le livre. Et puis, vous pouvez toujours nous contacter si vous en voulez plus. Je pourrais répondre à des questions plus spécifiques pour un cas particulier. Nous vous rappelons que Yann est disposé à répondre à vos questions encore pour quelques minutes. Vous pouvez peser sur questions-réponses qui se trouve, le QR, en fait, l'icône QR qui se retrouve en bas de votre écran. Vous avez effleuré tout à l'heure rapidement le fonds d'urgence, mais à quel moment on peut savoir qu'on peut aller piger dedans si on en a besoin? Bien, c'est ça. La plupart des gens, ce qu'ils hésitent à faire, c'est qu'ils pensent que pour aller dans un fonds d'urgence, ça prend une catastrophe nucléaire ou presque dans leur maison. Alors qu'en réalité, le fonds d'urgence pourrait servir simplement pour les cadeaux de Noël. Ce que les gens doivent comprendre avec le fonds d'urgence, c'est que c'est pour les dépenses qui sont non récurrentes. C'est les dépenses qui viennent tout le temps vous donner un mois difficile. Pourquoi les gens magasinent jamais au mois de janvier? C'est parce qu'ils n'ont plus d'argent, parce qu'ils ont tout dépensé au mois de décembre à cause des cadeaux de Noël, justement. Mais les gens qui ont un fonds d'urgence, ce phénomène-là leur arrive pas. Puis c'est eux qui vont chercher les rabais spectaculaires de 20, 30, 40 % d'instant d'achat en passant parce qu'ils ont l'argent dans leur poche. Ça, c'est un exemple, mais il peut y avoir plein d'autres choses. Le toit coule, l'auto de brise. Oui, on peut payer toutes ces réparations-là avec une carte de crédit, mais si vous le payez avec votre fonds d'urgence, ça va être beaucoup moins dispendieux. De plus, ça vous donne une certaine flexibilité. On parle également de rentabilité cachée au fonds d'urgence à l'intérieur du livre. Par exemple,
l'exemple le plus probant, c'est en assurance automobile, justement. Les gens qui ont toujours un 2 ou 3 000 $ de côté qui traînent, qui est prêt à servir en cas d'urgence, pourquoi est-ce qu'ils prendraient une franchise de 100 $ ou de 200 $ sur un véhicule? Ils peuvent avoir des franchises plus élevées. Moi, personnellement, mes franchises sur mon automobile ont toujours été en haut de 2 000 $. Ça me fait économiser chaque année des centaines de dollars en assurance automobile, en assurance habitation. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites. Et puis souvent, quand on parle de faire de l'épargne avec les gens ont vu qu'ils commencent très, très, très tôt l'épargne, mais l'étape numéro 1 de l'épargne reste quand même de créer ce fameux fonds d'urgence-là. Puis, c'est le bout le plus plate des finances personnelles. On en est parfaitement conscient. Il n'y a rien de spectaculaire. Il n'y a personne qui s'est mis riche avec un fonds d'urgence. Mais la beauté, c'est qu'avec un fonds d'urgence, il y a aussi personne qui s'est mis dans le trouble. Donc, vous incitez à faire ça parce qu'un fonds d'urgence, malheureusement, ça ne s'appelle pas Visa et encore moins Mastercard. Assurance vie. À quel moment il faut y penser? Dès qu'on a un besoin à couvrir, il faut penser à cette assurance vie-là. L'élément le plus spectaculaire, c'est quand on a un enfant. Évidemment, c'est là que le besoin explose carrément. Mais quand on est un peu plus jeune, quand on achète notre maison, on va avoir un besoin d'assurance vie également de ce côté-là pour couvrir l'hypothèque, pour protéger notre conjoint, pour qu'il puisse garder la maison après un décès. Et si on a des dettes d'études de 10, de 15 000 $ par exemple, il faut penser à nos frais funéraires d'une dizaine ou de 15 000 $ encore. Fait qu'il y a toujours un petit besoin d'assurance, même pour les enfants de 17, 18 ans, à cause des dettes d'études s'en vient. Donc, on explique un peu justement comment gérer cette assurance vie-là ou assurance invalidité-là pendant toute votre vie. Alors, c'est pas mal ça qui conclut le webinaire. Je vous remercie sérieusement de l'attention. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère surtout que vous avez le goût d'acheter ce livre-là. C'était quand même le but de l'exercice. Vous pouvez le trouver évidemment dans toutes les librairies du Québec. Les formules numériques sur les Amazon, les Kindle, les iTunes. On sait que c'est très populaire, les formats numériques. Donc, on vous invite à aller les chercher. Et si vous voulez avoir plus de détails ou me contacter personnellement, vous pouvez me contacter au client@votreconseiller.net et je vais personnellement répondre à toutes vos questions. Il n'y aura pas de problème. Avant de vraiment fermer la caméra, couper le son, il y a une question ici de Martin qui dit qu'il a commandé le livre pour son fils de 17 ans et demande s'il va trouver des informations pour lui et les besoins de son garçon de 17 ans. Tout à fait, tout à fait. À mon avis, Martin va lire le livre et il va pouvoir mieux éduquer son enfant financièrement aussi. Son enfant va pouvoir le lire, va comprendre, peut-être pas tout au complet, mais il va comprendre facilement 80% de ce qui se passe dans ce livre-là. Et ce qui est vraiment important, c'est que l'enfant de Martin le conserve, ce livre-là, pour les prochaines années, parce que quand il va avoir 22, 23 ans, c'est vraiment là que le livre va être le plus utile pour lui. Quand il va être sorti de l'école, il va avoir des dettes d'études à payer, puis là, il va falloir qu'il se fasse un plan de match pour affronter ces dettes-là, justement. Merci beaucoup. Merci.